En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, le Livre du Mois. Le Livre du Mois qui, au cours des mois précisément, est devenu l'écrivain du mois. Vous le savez, le deuxième dimanche de chaque mois, je reçois un écrivain de notre région et après un résumé lecture du roman, du recueil de poésie, de l'essai, nous dialoguons avec les auteurs qui acceptent de se prêter au jeu de l'entretien. Nous sommes ce deuxième dimanche. L'émission sera également diffusée, entre autres, mercredi à 14h. Et aujourd'hui, j'ai choisi un ouvrage qui est un polar, mais qui est aussi un premier roman, Total Chaos, et une auteure, Laurine Lavieille. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Nous sommes enfin installés dans un appartement meublé, situé au deuxième étage d'un immeuble de la fin du 19e siècle, rue de la Boétie, dans le centre de Limoges. Le style est ancien, avec du parquet et des moulures au plafond. C'est un changement radical de décor, d'odeur et de bruit. Fini le lotissement pavillonnaire, la vue sur la mer. Cette ambiance me rappelle mes années étudiantes à Paris. Mais les joies des réminiscences ne compensent pas les effets du déracinement, et encore moins ceux du manque. Je m'y attendais, je fais donc face. Lisa m'a rejointe depuis 2 semaines. Elle était en vacances chez Mona, la mère de Samy, qui habite en Creuse. Elle m'a aussi rapporté la Saab. Elle est garée dans la rue, mais je n'y ai pas touché. Quand j'aurai le temps, je la mettrai en vente. Je prendrai quelque chose de plus petit et fonctionnel. Tous les soirs, vers 18h, 3 chats s'arrêtent sur notre balcon. Lisa a pris l'habitude de les nourrir dès qu'ils grattent à la fenêtre. Il y a un roux, un noir et un petit tigré. Elle les a appelés Flamme, Carbone, et sa passion actuelle pour les oiseaux lui a fait nommer le 3e Vol de grue. Ce sont les premiers qui nous ont accueillis ici. Quand je dis accueillis, j'entends donner du temps et une forme d'attention. En ce qui concerne le boulot, j'essaie de prendre mes marques. Le service compte 8 personnes, moi comprise. C'est peu. 4 départements à gérer. En revanche, c'est beaucoup. Cependant, si je compare avec l'évêché, les affaires lourdes semblent plus rares. Le patron m'envoie peu sur le terrain. C'est bizarre ce sentiment d'être à l'essai après tout ce temps passé dans la police. Pourtant, je n'ai pas l'impression de donner des signes de fragilité. Lorsque j'étais dans son bureau le premier jour, il a essayé d'évoquer Samy et j'ai esquivé. En parler avec des gens qui ne le connaissaient pas m'est vraiment difficile. Les mots de condoléance ou de soutien me font l'effet d'une gifle que l'on reçoit après un évanouissement. J'ai un coéquipier original, du genre supporter de l'équipe de basket locale, avec un fanion du CSP accroché au rétroviseur de sa voiture, doublé d'un diffuseur de parfums chimiques Passion Goyave. Son passe-temps favori est de jouer aux fléchettes. Dans le service, il y a aussi Amel, avec qui j'ai davantage d'affinité. Il y a 1 an, elle était au STUP à Paris. Elle a l'âge que j'avais quand je suis arrivé dans ton service, 27 ans. En dehors du boulot, ma vie se résume à Lisa. Nous parlons peu de son père, comme si nous avions fait un pacte. Jurer de relever la tête, ne pas nous enfermer dans la colère ou le chagrin pour nous sortir de cette absence obsédante. Hier soir, j'ai mis le couvert pour 3 sans m'en rendre compte. Ces moments où la tension se relâche, où les actes parlent pour nous. L'agence de Marseille m'a téléphoné ce matin. Notre maison est vendue. À propos de l'enquête, j'aimerais avoir des nouvelles. Je me doute qu'ils ne l'ont pas encore retrouvée, mais dis-moi s'ils avancent. Embrasse tout le monde pour moi. À bientôt, Maric. Je viens de vous lire quelques extraits d'une lettre qu'adresse l'héroïne Marika Farkas, qui signe Maric, adressée donc à un certain Chris. Et Laurine Lavieille a fait avec cette lettre
une grande partie de mon travail. En effet, que venons-nous d'apprendre par ces quelques lignes ? L'auteur de la lettre est une jeune femme, une épouse, mais le mari n'est pas là, n'est plus là, décédé puisqu'il était à l'instant question de condoléances. Et c'est depuis assez peu de temps puisque par habitude, elle met la table pour 3. Alors qu'elles ne sont que 2, Maric et sa fille Lisa. Nous apprenons aussi qu'il y a une grand-mère paternelle, Mona, qui habite en Creuse. Le lieu, c'est Limoges. Mais nous comprenons que l'héroïne vient de Marseille, où sa maison, avec vue sur la mer, vient d'être vendue. Rien n'est simple, et Maric parle de déracinement. Le travail, nous ne comprenons pas dans les détails, mais nous saisissons que Maric travaille dans la police avec une jeune femme, Amel, et un coéquipier joueur de fléchettes. Enfin, il y a un deal, si j'ose dire, l'auteur parle d'un pacte. Ne pas s'enfermer dans la colère ou le chagrin, et nous apprenons qu'il est question d'une enquête là-bas à Marseille et qu'ils ne l'ont pas encore retrouvé. Je vous éclaire sur ce mystère. Maric Farkas est lieutenant de police. Elle était en poste à Marseille où son époux Samy, policier comme elle, a été assassiné. Maric, ne pouvant rester à Marseille, où d'ailleurs elle n'est guère en sécurité, a été mutée pour Limoges. Remarquez que nous nous apercevrons qu'elle n'est pas vraiment en sécurité à Limoges également, puisque son ancienne commissaire lui fournira une protection. Vous comprendrez pourquoi en lisant le roman, mais j'y reviendrai un peu en fin de résumé. Voilà pour ce premier ensemble du roman qui est le plus douloureux, le plus intime, le plus poignant. Comment prendre ses marques après des événements aussi dramatiques, après ces profondes meurtrissures, de plus, dans une ville inconnue. Alors vous avez peut-être remarqué que Maric a fait ramener sa voiture, celle du couple qu'elle formait avec Samy, une Saab, qui est garée dans la rue, au pied de l'immeuble. Et le CD que Samy écoutait traditionnellement est toujours logé dans le lecteur, c'est The Divine Comedy, Catherine the Great. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great. There were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait. Catherine the En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Laurine Lavieille à propos de son roman Total Chaos. Il faut que je vous lise un autre passage et vous allez comprendre. 5 années auparavant, Wari Ben Salem avait été serré par les flics alors qu'il s'apprêtait, lui et sa bande, à revendre 60 kilos de résine de cannabis dans les cités nord de Marseille. Ce soir-là, ils étaient 9 au départ, mais 7 à l'arrivée. 2 morts, flingués pendant l'interpellation. Momo, son cousin qui avait dégainé un pistolet automatique, et Farid, son petit frère âgé de 17 ans. Farid mourut sur le coup d'une seule balle, son poumon gauche explosa. Il n'entendit ni les cris de son frère, ni ceux de son cousin qui avait été blessé à la carotide. Au tribunal, Wari avait croisé le fonctionnaire des stupes qui avait tiré. Un homme de type maghrébin, grand, brun, suffisant. Un air de chef. Dans ses yeux, le mépris des puissants. Depuis ce jour, la gueule du flic s'était imprimée sur sa rétine. Il avait exercé sa mémoire comme on aiguise un couteau. Vous avez compris que le fonctionnaire des stupes qui avait flingué Farid, le frère de Wari, c'est Samy, l'époux de notre héroïne Maric. Samy Messadek était lieutenant de police à la brigade des stupes au commissariat de l'évêché et comme Wari, il était d'origine algérienne. Vous avez également compris, 5 ans après cet événement, Wari va sortir de prison et va se venger. Et je cite à nouveau Laurine Lavieille. Puis le drame, le 15 juillet, l'an dernier. Ce soir-là, Chris, c'est son collègue de Marseille. Ce soir-là, Chris me trouva au milieu de l'allée centrale de notre maison. J'étreignais Samy entre mes bras, nageant dans une mare de sang et lui hurlant de se battre. Je savais pourtant qu'il n'était déjà plus là.
Il y a une autre histoire dans ce roman. C'est celle que j'ai qualifierais du roman policier, c'est l'enquête que va conduire notre Maric. Je vous la résume à grands traits. L'histoire pour l'essentiel se situe à Périllac, au nord de Limoges. Il y a là un couple qui, malgré les apparences, part un peu en quenouille, Valentin et Marianne Casson. Ils travaillent tous les deux pour une entreprise de cosmétiques, Mélocine, qui appartient aux parents de Marianne, Étienne et Marjolaine Giordano. On va découvrir que dans la maison voisine du couple, à Périllac, vit un écrivain, auteur de polar, Francis Landon, et on apprendra très vite que Francis Landon s'inspire de sa voisine Marianne pour écrire ses romans policiers. Dans ces romans, Marianne apparaît sous les traits de Léna Vol. Mais on retrouve beaucoup de photos de cette Léna Vol chez Alban Janicot, un photographe de Limoges qui apparaît, lui, sous le pseudo de Azog. Alors sachez que Valentin Casson viendra au commissariat pour annoncer la disparition de son épouse, Marianne, que l'on retrouvera morte, enroulée dans une bâche flottant à la surface de la rivière la Vienne. Et que l'on découvrira aussi le corps du photographe Alban Janicot, assassiné dans son labo photo. Voilà pour l'histoire que vous découvrirez en lisant Total Chaos. Je vous ai dit que l'on trouvait de nombreuses photos de Marianne Léna Vol chez le photographe Alban Janicot dit Azog. Je cite Laurine Lavieille, des corps en liberté, pour la plupart féminins. Je repense à la photographie de Marianne sur son fauteuil en rotin, pastiche du film Emmanuel des années 1970. Voici la chanson du fameux film interprétée par son auteur, Pierre Bachelet. On chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de cette émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Laurine Lavieille à propos de son roman Total Chaos. Laurine Lavieille, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre rendez-vous, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien. Alors, Laurine Lavieille, je viens de présenter un résumé lecture de votre roman Total Chaos, mais c'est mon résumé, mon interprétation, à moi. Alors, voulez-vous modifier, transformer, amender ce résumé lecture, développer d'autres domaines ? Pas du tout, je le trouve parfait. Vous avez fait le tour à peu près des multiples intrigues, parce que ce roman, même s'il paraît au premier abord assez simple, c'est souvent ce qu'on en dit d'ailleurs, que l'intrigue est assez classique et assez simple, malgré tout, il y a un enchevêtrement de petites histoires qui le rend un peu complexe à résumer, et je trouve que là vous l'avez fait admirablement bien. L'intrigue du roman policier, si j'ose dire, de la partie que j'ai appelée roman policier, est assez simple, mais l'histoire n'est pas simple du tout. Non. L'histoire dans son ensemble, l'enchevêtrement des deux histoires n'est pas simple du tout, au contraire. Alors, Laurine Lavieille, à plusieurs reprises dans votre roman, vous faites appel à vos rêves, qui bien sûr, là aussi, s'entremêlent à la réalité, construisent un peu d'ambiguïté d'ailleurs. C'est la bombe dans le train au début du roman, un peu comme une prémonition. C'est le squale qui vous attaque, enfin je dis qui attaque votre héroïne. Oui, tout à fait. Alors que vous nagez dans la Méditerranée. C'est le pont, le cheval et la neige à la fin du roman. Alors dites-nous, vous pouvez nous expliquer ces rêves et puis nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à ce procédé de l'inclusion onirique comme ça dans le roman, au moins à 3 reprises. Alors, c'était dans mon projet de roman déjà, d'inclure le rêve, tout simplement parce que je suis entrée dans le genre du polar par le biais d'une série télé que j'aimais beaucoup, donc Twin Peaks, qui est sortie dans les années 90, où le personnage principal, Dale Cooper, était un flic du FBI assez
voilà, assez particulier dans le sens où il travaillait sur son enquête en s'inspirant également de ses rêves. Et j'avais trouvé l'idée excellente. Et d'ailleurs, dans la série, il y a les rêves qui sont représentés avec un vrai côté onirique, pas quelque chose de plaqué. Voilà, c'est pas des rêves. C'est vraiment des rêves qui ressemblent à des rêves, quoi. Voilà. Vous avez conscience que ça peut quand même désarçonner le lecteur, en particulier l'histoire de la bombe. Là, moi, quand j'ai lu au début, je suis revenu en arrière parce que je me suis dit, est-ce que cette bombe, elle vient bien d'exploser là dans le train où elle vient de monter ou pas ? C'est l'objectif. C'était l'objectif. En fait, j'avais envie de faire un roman où il était question de rêve au départ. Donc l'histoire de la bombe, en fait, n'est pas là comme. Alors, elle annonce peut-être quelque chose à l'avenir, mais elle est là pour répercuter un drame du passé. La bombe, c'est l'assassinat de son compagnon, qui se répercute dans ses rêves de façon répétitive. Elle le dit après. Qu'à chaque fois, elle se réveille, elle est au-delà de l'horreur parce que elle est encore dans l'horreur au moment du réveil et l'horreur se prolonge après. Et toujours, on va pas passer tout l'entretien sur le rêve, mais celui-ci est important, ce personnage qui lui crie et qu'elle n'entend pas, qui est-il finalement ? Pour le premier rêve, je vais vous dire exactement quelle a été mon inspiration. J'ai commencé à écrire ce roman. Ça va vous paraître peut-être voilà quelque chose qui a rien à voir, mais ça a à voir. Je me suis inspirée d'une publicité qui est la publicité dans laquelle joue Audrey Tautou, qui se passe à la gare de Limoges pour Chanel numéro 5. Et donc j'ai revu cette pub. Voilà. Et voilà. Et donc dans cette pub, Audrey Tautou, le personnage qu'elle interprète, prend un train à la gare de Limoges et prend un train qui va à Istanbul, donc comme dans le rêve, et dans cet univers-là, effectivement, et donc elle est suivie par un homme et dont on ne sait rien. Voilà. Donc moi, ce personnage, je m'en suis servi aussi. Il représente pas tant quelqu'un que quelque chose qui lui chuchote à l'oreille tout au long du roman de faire attention. Alors ça peut être, ça fait écho aussi à la scène de la fin à la boîte de nuit. Ce que vous dire. Voilà, avec Chris, effectivement, qui lui dit, voilà, qui lui dit ça, voilà, donc qu'elle n'écoute pas, mais je crois qu'elle n'a. Là, on sait dans le rêve qu'elle n'a pas envie d'écouter. Elle a envie d'écouter son instinct de fuite. Elle a envie de partir, en fait. Donc, on commence par un rêve et on commence par une application de ce rêve à la fin. Finalement. Tout à fait. Bon, qui heureusement se termine bien pour elle. Mais j'en ai pas parlé, on n'en parle pas. Non. Alors, Laurine Lavieille, votre personnage central, la lieutenant Marika Farkas, n'est pas vraiment une héroïne. Alors, certes, elle fait son métier, elle le fait bien, hein, mais sans passion, sans enthousiasme. D'ailleurs, elle déclare elle-même, enfin c'est vous qui l'écrivez, cette enquête me lasse. D'ailleurs, la police a beaucoup de chance et dans cette enquête, on trouve tout de suite les fameuses photos porno de Léna Vol. Par hasard, on découvre le portable de Marianne Cassan comme son ordinateur très facilement chez l'écrivain, etc., etc. C'est un peu comme si vous vouliez... Peut-être que c'est une mauvaise interprétation, mais vous débarrassez de cette histoire-là, de l'histoire policière, comme si vous vouliez la renvoyer dans la banalité du quotidien, parce que l'autre histoire est plus importante. Je me trompe ? Non, vous vous trompez pas, c'est tout à fait... c'était mon intention. Je crois qu'il y a quelque chose dans les romans policiers... Il y a des choses dans les romans policiers qui me plaisent et il y a des choses qui me plaisent moins. Et je pense que j'avais envie aussi de faire passer cette idée-là, c'est que l'enquête, elle l'a fait. Parce qu'elle doit continuer à vivre, elle doit continuer à travailler, mais elle est pas encore, on va dire, dans la première moitié du roman, elle est pas complètement dedans, et j'avais envie que reste pesant, voilà, dans l'histoire, ce personnage déjà qu'on n'a pas retrouvé, de Wari, donc l'histoire importante pour vous, c'est pas celle de Périllac, c'est l'autre. Non, c'est l'autre, mais celle de Périllac est quelque part aussi le reflet de quelque chose qui la ramène à l'autre. Voilà, c'est ça. Alors, les personnages de la partie roman policier, j'y reste encore un peu, ceux de Périllac et de Limoges, ne sont pas particulièrement sympathiques, hein. Le mari, les beaux-parents, la morte elle-même, le photographe, l'écrivain sont plutôt des ratés, des prétentieux, des cyniques, même des pervers, je dirais. Alors pourquoi les peindre ainsi ? C'est parce que la société est ainsi faite ? Vous pensez qu'elle est faite de ratés, de prétentieux, de pervers, de cyniques ? Pas du tout, je pense que c'est toujours pareil, c'est le regard de Maric.
C'est son regard, et on peut voir que les personnages deviennent peut-être plus aimables et plus beaux au fur et à mesure du roman. Je pense que Valentin Cassan, qui paraît comme assez, pas très intéressant au départ. À la fin, il est interrogé par les policiers, et là, il y a un entretien où on découvre quelqu'un d'autre. Je crois que j'avais envie aussi que mes personnages se dévoilent, que leur véritable intérêt se dévoile aussi avec le temps, parce que je pense que quand on est dans le deuil, on peut plus trop aimer correctement ou voir les autres ou découvrir les autres avec un regard un regard que définitif. Voilà. Elle est dans la souffrance, donc elle peut pas les voir, elle peut pas écouter, elle peut pas avoir un regard. J'avais pas vu cet aspect de la vision par Marie. C'est par Marie. Ce que vous dites sur leur évolution, l'évolution de certains. De certains, oui, pas tous. Oui, est réelle, mais j'avais pas vu que c'était sa vision à elle. On écrit des vers, de la prose. On doit trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient. La brume qu'en point le matin retire aux vitres son haleine. Il en fut ainsi quand Verlaine ici doucement s'est éteint. Plusieurs sont morts, plusieurs. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Laurine Lavieille à propos de son roman Total Chaos. Alors nous venons d'écouter un poème d'Aragon que nous chantait Léo Ferré. C'est le blues de l'écrivain nocturne. On pense à tout, à rien. On écrit des vers, de la prose. Votre écrivain, auteur de polar comme vous, Francis Landon, le voisin de Périlla qui espionne sa voisine pour nourrir son imagination, son inspiration, est pervers au point d'installer un logiciel espion dans l'ordinateur de Marianne Cassan. Alors Simenon, je crois bien, avait ce type de perversion. Lui, il observait les gens par le trou de la serrure pour traduire ensuite les perversions intimes des autres. Vous en pensez quoi de votre écrivain, là, Francis Landon, et vous-même qui êtes écrivain? Seriez-vous capable d'utiliser de tels procédés, ou bien l'observation ordinaire, si j'ose dire, vous suffit-elle? À moi, l'observation me suffit, j'en suis sûre même. J'utiliserai jamais ça. Mais je comprends, j'essaye de comprendre qu'on puisse en arriver là, en fait. En écrivant, en ayant fait ce personnage, je pense que j'ai fait passer aussi des choses qui me sont personnelles, et j'essaye de les comprendre, en fait. Donc et d'en faire quand même un personnage qui ne soit pas négatif de cet écrivain. Vous comprenez ce besoin d'espionner l'autre comme ça pour construire pour nourrir son imagination? Je crois qu'il y en a il y a des personnes qui ont besoin effectivement de voir, qui ont une forme de Mais lui, c'est pour écrire. C'est pour nourrir. Oui, bien sûr. Et puis ils ont besoin d'être dans la fascination, en fait, pour pouvoir nourrir leur écriture. Donc oui, pourquoi pas. Mais c'est pas pour autant que je l'approuve. Voilà. Voilà. Laurine Lavieille, dans votre roman Total Chaos, le personnage le plus sympathique, pour moi, je l'ai pas cité encore d'ailleurs, c'est curieusement Juliette Lanzmann, la meurtrière. Et pourtant, vous nous en parlez assez peu. Vous nous en parlez, mais vous ne nous donnez que des bribes d'informations sur sa vie, sur son parcours. C'est peut-être celle qui a le moins d'épaisseur dans votre roman. Alors, pourquoi nous laisser dans le flou à propos de cette Juliette qui, oui, je trouve, finalement, est celle peut-être qui, sans le dire, souffre le plus? Tout à fait. Alors Juliette, c'est un personnage particulier parce c'est un personnage qu'on ne voit pas.
C'est quelqu'un de transparent qui dans sa vie ne s'est jamais fait remarquer, et même Marika, lors de leur premier entretien, elle l'oublie. Elle l'oublie parce que juste après on trouve le corps de Marianne, et que lorsqu'on voit Marianne, on ne voit pas Juliette, et que Marianne, elle absorbe tous les regards. Au contraire, c'est une femme qui était dans la lumière, qui était qui suscitait la fascination. Donc justement, Juliette, absolument pas. Elle, c'est une laborieuse, on va dire, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie amoureuse. Enfin, c'est quelqu'un qui rame et qui aime vraiment en plus, je pense. Mais Marianne, elle absorbe la lumière, et c'est donc volontaire. De l'avoir fait, d'avoir mené le récit ainsi. C'est un peu par opposition à Marianne que vous l'avez rendue aussi transparente. Oui, tout à fait. Puis il y a Alban Janicot au milieu des deux. Je pense que voilà. Le photographe. Oui, le photographe. Oui. Et donc voilà, c'est aussi un reflet de ce qu'est de la femme dans notre société aujourd'hui, quoi. Je reste un peu sur Juliette encore, oui. Vous voyez qu'elle m'a intéressé. Juliette Lanzmann tient une boutique, je vous cite, dans le quartier de la Cathédrale à Limoges. Elle approche de la trentaine, brune, cheveux mi-longs et lisses avec une frange. Son visage est rond, ses yeux sont verts. Elle porte une jupe noire, un t-shirt jaune pâle et aux pieds des chaussures plates. En fait, Juliette Lanzmann, dans votre roman, va tuer par amour. Comme Wary, elle tue certes par vengeance, mais elle tue aussi par amour. Vous vous rendez compte, elle tue par amour. Et en plus, elle ne tue pas sa rivale, puisqu'elle est déjà morte. Mais elle tue son ex-amant. Pensez-vous vraiment que l'on puisse tuer comme ça par amour ? Alors, elle tue par... Je pense que c'est plus un réflexe de survie, ce meurtre, qu'un véritable meurtre. Vous pouvez nous expliquer le réflexe de survie ? Elle est attaquée. Donc, d'un moment où elle fait ce geste définitif, son compagnon lui serre le cou. Enfin, je crois qu'elle cherche à se défendre et qu'elle est hors d'elle. Donc, il y a aussi, oui, il y a des meurtres passionnels, évidemment, ça existe. Je reste encore sur un peu Juliette Lanzmann. Dites-nous comment ça se passe, puisque vous avez écrit un polar, il y a donc au moins un meurtre. Mais il y en a plusieurs, mais dans le roman policier, il y en a un. Quel est le déclic qui va faire de vous, enfin, des personnes, un assassin ? Moi, je pensais que c'était une forme de folie, mais pour Juliette, l'amour et la jalousie l'ont ainsi rendue folle, hors de la raison, hors de l'humanité. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, là, comment on en arrive à prendre cette paire de ciseaux et à tuer ? Certes, un peu par défense, mais pas seulement. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut en arriver là. Je l'ai pas vécu, donc je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, pour mes personnages, j'imagine que ça peut arriver parce que ça arrive dans la réalité, donc je vois pas. Voilà pourquoi je me servirais pas de ça. C'est une jalousie qui pousse Juliette n'est pas jalouse. Juliette est désespérée parce que quand il rentre chez lui et qu'elle pense que enfin il va pouvoir se tourner vers elle puisque Marianne n'existe plus. Marianne existe encore, et donc là c'est ça qui la rend folle. C'est pas de la jalousie, ça va au-delà de ça. Je pense que c'est du désespoir total de ne pas exister, et que finalement pour effacer définitivement l'image de cette femme, elle doit effacer l'image de son amant. Parce qu'elle pense pouvoir reprendre sa place, et que Marianne est toujours là, donc c'est quand même de la jalousie, une jalousie extraordinaire. C'est une... je pense que ça va au-delà de ça, c'est qu'elle n'existe plus. Enfin, c'est là pour le coup, c'est une forme de survie, je pense. Vous vous rendez compte vraiment. L'amour qu'elle avait pour ce photographe qui n'est pourtant pas un personnage. Oui, mais enfin, on le sait qu'on peut aimer follement, de façon déraisonnable, quelqu'un, et donc que ça nous pousse des fois à faire des actes complètement déraisonnés. Oui, c'est pas raisonnable en tout cas. Pardon. Pas raisonnable. Oui, voilà. Au fait, Laurine Lavieille, vous avez placé votre roman à Limoges. Et ce que vous nous dites de Limoges n'est pas particulièrement enthousiasmant. Par exemple, je fais des citations, je ne prends des citations qu'à la fin du livre. Page 233, il commence à pleuvoir. Et page 236, la pluie s'éternise. Page 238, les essuie-glaces n'ont jamais autant servi que depuis que l'on habite ici. Page 239, une brume blanchâtre flotte et s'étire de ci de là.
page 252, il n'y a pas un chat dans les rues. Et même les feux tricolores clignotent pour rien. Remarquez, votre collègue Jean-Louis Boudry avait écrit la même chose en disant que les Limougeaux ne savaient même pas que les feux avaient 3 couleurs. Alors, c'est ça Limoges, c'est du gris et de la pluie. Alors encore une fois, c'est pas moi qui parle. Hein. Là, c'est mon héroïne. Donc mon héroïne, elle est dans le gris, elle est dans le noir parce qu'elle est dans le voilà, elle est dans le deuil. Et d'un autre côté, effectivement. Je vis à Limoges depuis longtemps, si je dois parler de moi, et effectivement je trouve qu'il pleut souvent. Donc il pleut souvent, il fait souvent gris, et donc ça, là je me suis servi de cet aspect-là de Limoges, on va dire, qui sert à mon histoire et qui sert à mon personnage. Je cherche pas forcément dans mon histoire et dans ce que j'ai écrit à retranscrire une réalité. Je cherche à ce que la réalité serve mon histoire, et donc là je me suis servi de cet aspect-là de Limoges, parce qu'à Limoges il peut aussi faire très chaud en été, il peut y avoir des températures caniculaires. J'aurais pu situer mon histoire à ce moment-là, mais la canicule et la chaleur, c'est quand elle est à Marseille, c'est très cliché, je sais, mais bon, voilà. Et la pluie, c'est à Limoges, parce que on est encore dans ses propres représentations à elle, c'est-à-dire qu'elle vient d'une ville où il fait chaud, et Marseille, voilà, il y a quand même un gros contraste. Grande habileté de l'écrivain dans votre réponse. On écoute Limoges de Lucie Manusset. Si Limoges était une ville un tant soit peu intéressante, il y a longtemps qu'on aurait eu l'électricité. Ah ouais, c'est vrai. Si Limoges était une ville un tant soit peu intéressante, des personnages célèbres y seraient peut-être même nés. Si Limoges était une ville un tant soit peu intéressante, on fabriquerait certainement notre propre bière. Ah, ça, ce serait bien. Si Limoges était une ville un tant soit peu intéressante, on aurait une équipe de sport dont on serait fier. Je crois que c'est une équipe de curling. Mais tout ça n'arrivera pas, même si t'en as envie, car ici ce n'est pas Paris. Mais tout ça n'arrivera pas, mais ça nous laisse de glace, car on est quand même bien loin de Las Vegas. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois. Je reçois en ce moment Laurine Lavieille à propos de son roman Total Chaos. Alors, Laurine Lavieille, vous décrivez avec beaucoup de talent l'intervention dans la Vienne pour repêcher un corps, le corps de Marianne Cassan d'ailleurs, ou l'autopsie de son cadavre. J'ai dit avec talent, mais aussi avec beaucoup de précision, de réalisme même. Alors, je me suis posé la question, avez-vous participé vous-même à ce genre de choses? Avez-vous assisté ou avez-vous trouvé ces informations pour être aussi précises et talentueuses? Alors c'est une scène que j'ai beaucoup travaillée, donc je l'ai pas écrite d'un seul coup, hein, et alors si vous voulez, le repêchage d'une femme dans l'eau, hein, c'est un grand classique du polar, c'est un grand classique du film policier aussi. Donc j'ai vu beaucoup d'images là-dessus. J'ai aussi fréquenté pendant un moment le commissariat de police. Enfin, je m'y suis rendue. J'ai pu bon, ça va, où est-ce que j'ai dit, oui. J'ai pu interviewer me questionner des policiers, donc je me suis documentée évidemment. Mais après la scène en elle-même, bon, voilà. Après avec ce que je sais, j'ai construit cette scène de repêchage. Mais je cherchais vraiment à ce qu'elle ne soit pas que policière. Je voulais il y a beaucoup d'émotions en fait dans cette scène. Enfin, j'ai essayé de mettre beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois que Marika revoit quelqu'un de mort depuis son mari, et donc elle est bouleversée. J'ai dit avec beaucoup de précision, mais j'ai ajouté avec beaucoup de talent, parce que je trouve que c'est écrit effectivement d'une manière talentueuse. Bon, c'est bien. Merci. Dans votre roman, vous citez quelques peintres, je crois, des photographes aussi. Oui. Puis il me semble que vous ne citez qu'une seule écrivain, mais peut-être j'ai pas tout relevé, et c'est Marie Darrieussecq. Et vous savez que Marie Darrieussecq est une adepte de l'autofiction en littérature. L'auteur raconte sa vie dans ses romans. C'est pas une véritable autobiographie, c'est une forme romancée.
Alors, est-ce que Total Chaos est une autofiction? Beaucoup? Un peu? Pas du tout? Je sais pas. Je ne sais pas. À vrai dire, je considère, maintenant que je suis allée au bout de ce premier roman, qu'un roman c'est pour le coup c'est comme un rêve, c'est-à-dire c'est notre projection, c'est notre imaginaire, donc effectivement ce roman on peut dire d'une certaine façon c'est moi, voilà, mais tout est moi, donc le paysage de Limoges quand il pleut, les courses dans la nuit, la recette des lasagnes. Bon, il y a plein de choses effectivement qui font partie de moi, mais après c'est comme une sculpture, on la transforme. Moi, j'ai souvent eu l'image de la sculpture quand j'étais en train d'écrire, c'est-à-dire on a de la terre plein les mains et puis on fait avec ce qu'on a notre imaginaire, mais on crée un objet qui est en dehors de nous. On précise, on affine. Pardon ? Dans la sculpture, on précise, on affine. Voilà, c'est ça. Mais donc effectivement, il y a une forme certainement une forme d'autofiction, mais il y a une grande transformation de ce qui est moi aussi, voilà. Je reste encore sur la notion d'autofiction. On écrit non pas tant pour se raconter, mais plutôt pour se découvrir, se comprendre, se révéler. Oui. Vous semblez dire oui. Et qu'est-ce que vous a révélé l'écriture de ce roman, maintenant que vous l'avez terminé, que vous en parlez, etc., etc. Peut-être vous pouvez dire Joker. Hein, oui, non. La complexité de tout ce qui peut constituer la souffrance, en fait, je crois. Et de toutes les belles choses que cette souffrance peut donner à voir aussi, parce que en réaction. Voilà, oui, c'est dans ce personnage de Marika, j'ai mis beaucoup de choses effectivement que j'ai pu ressentir, parce qu'on peut parler des émotions que si on les a vécues, ces émotions. Donc le deuil, la perte de quelqu'un, la vie transformée, les chocs et la façon dont on se prend le quotidien après dans la face après avoir vécu quelque chose de dramatique. Je pense que ça, on peut en parler que si on a vécu quelque chose qui est proche de ça. Après, je n'ai pas vécu l'histoire de Marika, j'ai vécu une autre histoire, mais forcément, on s'en sert comme d'une matière première. Après la première lecture, là, je l'ai lu 3 fois de votre roman, je vous avoue qu'après la première lecture, j'ai oublié l'histoire policière des Cassons. Oui. Par contre, je n'ai pas oublié le personnage de Marika, qui même m'a un peu obsédé, et qui m'a fait penser à ce petit poème de Guilvic, que d'ailleurs je vous ai envoyé. Je vais le lire pour les auditeurs. Quand on nous dit « la vie augmente », ce n'est pas que le corps des femmes devient plus vaste, que les arbres se sont mis à monter par-dessus les nuages, que l'on peut voyager dans la moindre des fleurs, que les amants peuvent des jours entiers rester à s'épouser. Mais c'est tout simplement qu'il devient difficile de vivre simplement. Alors la question que je vous pose, dites-nous Laurine Lavieille, c'est vraiment difficile de vivre simplement? Oui. Je pense que ça dépend des jours, voilà, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire aussi au fur et à mesure de ce livre, c'est que la vie, on se raccroche à la vie coûte que coûte quand on traverse des phases très difficiles, et ça n'importe qui peut le dire, et que lorsqu'on a passé ce cap de la souffrance extrême et qu'on passe dans une souffrance plus diffuse, d'un seul coup le soleil revient et les gens reviennent, il y a des sourires qui arrivent jusqu'à nous, il y a des choses de l'extérieur qui arrivent à nous percuter et à nous faire sortir, qui sont de l'ordre de la simplicité, qui sont tout à fait simples, et donc ça se fait avec le temps, et je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer avec mon personnage. Tout à fait. Alors, Laurine Lavieille, j'ai lu sur les pas de l'inspecteur Dumontel, Total Chaos, et une nouvelle, Incendie, dans Terminus, La Gare en Noir. Alors, vous êtes une jeune romancière, mais vous n'êtes pas qu'écrivain. Vous pouvez, pour nos auditeurs, nous expliquer votre parcours, votre métier, rapidement, comme ça, un petit peu, comment vous êtes devenu écrivain. Alors mon parcours, ma profession, vous voulez dire, voilà, je suis enseignante dans le premier degré, institutrice. J'aime bien ce mot-là, même si j'aime moins professeur des écoles, mais voilà, j'aime bien institutrice.
J'enseigne en REP, donc dans une zone prioritaire à l'Adulte de Laurence depuis 11 ans maintenant. J'aime beaucoup mon métier, mais c'est un métier très difficile, voilà, et qui devient de plus en plus difficile. Donc, je me suis mise à l'écriture lorsque j'ai découvert les romans de Frank Linol. Donc, je les ai lus, puis nous sommes mis d'accord parce qu'il cherchait quelqu'un pour écrire donc sur les pas de ce qui deviendrait sur les pas de l'inspecteur Dumontel. Étant moi de formation universitaire, j'ai travaillé sur la littérature populaire et culture médiatique. Donc il y a bientôt 20 ans maintenant. J'avais soutenu d'ailleurs mon DEA sur Fantomas, voilà, donc sur les romans de Sylvestre et Alain. Donc je me suis remise, j'ai repris mes réflexes d'universitaire et j'ai travaillé les textes de Frank Linol et j'en ai fait donc voilà ce qui a donné le livre Sur les pas du Montel. Et forcément ça m'a donné envie, mais j'avais cette envie-là depuis très très longtemps d'écrire un roman. Voilà. On reviendra sur l'ouvrage concernant l'inspecteur Dumontel dans un instant. Un peu de musique. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois et je reçois en ce moment Laurine Lavieille à propos de son roman Total Chaos. Alors, pour rester dans l'ambiance, nous venons d'écouter la femme flic et la musique du film, une musique de Philippe Sard. Alors, au fait, puisque vous en parliez à l'instant, pourquoi cette passion pour le polar et pourquoi écrivez-vous des romans policiers? Alors, c'est la question que je pose habituellement, parce que c'est à la mode, parce que vous avez des amis qui écrivent des romans policiers, ou parce que les contraintes du roman policier sont moins grandes, parce qu'il y a plus de liberté, ce qui vous pousse à utiliser le polar? Ah ben vous avez bien répondu, je trouve, parce que voilà, ça fait un peu quiz. Les trois à la fois. Voilà, je vais cocher la troisième parce qu'il est vrai que j'ai pas tendance à avoir une grande confiance en moi. Donc me lancer dans l'écriture, ça me faisait très peur. Et ça m'a fait très très peur aussi quand le livre est sorti parce que j'avais très très peur de la réaction des gens. Enfin, puis bon, des peurs totalement irrationnelles maintenant que j'y pense aujourd'hui, mais c'était, voilà, ça m'a presque terrorisée. Et donc je me suis lancée dans le polar parce qu'il y avait une structure narrative qui était rassurante, on va dire. Et donc je me suis dit, je vais pas réussir à raconter une histoire s'il n'y a pas une enquête, s'il n'y a pas quelque chose. Et en même temps, je crois que quelque part, j'avais envie de parler d'autre chose. Donc voilà, j'ai fait quelque chose qui est entre les deux. On va dire que c'est un polar, mais c'est aussi l'histoire d'une femme, comme on dit quand on décrit le livre, qui tente de survivre. Je pense que c'est un, voilà, c'est un mix. Après avoir lu votre polar, je pense que vous êtes parfaitement capable de structurer un roman qui ne serait pas un polar. Bon. Alors, vos ouvrages se déroulent en Limousin, enfin à Limoges, grandement, Périllac. Vous êtes attaché à ces lieux ou pourriez-vous situer vos romans ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays? Je peux situer mes romans ailleurs, j'en suis là. Limoges et le Limousin n'apportent rien à vos histoires?
Si, parce que c'est une région que je connais Limoges, je connais assez bien Périac pour y avoir vécu. Donc ce sont des lieux que j'ai choisis parce que je pouvais en parler de façon sans trop me tromper sur la géographie, on va dire, et sur l'aspect qui laissait paraître. Mais après, je pense que je suis capable d'écrire, bien sûr, sur d'autres lieux. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'inspecteur Dumontel. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage de texte et de photos avec une Bellachonne d'ailleurs, une espèce de géopolar si j'ose dire, oui, sur les pas de l'inspecteur Dumontel? Alors première question celle-ci, puis deuxième question, quels sont les sites qui vous ont paru les plus intéressants puisque vous suivez l'inspecteur sur ces différents sites? Alors bon. Là, il faut que j'essaie. Alors, d'abord, pourquoi, c'est ça Oui, pourquoi voilà. Écrire cette histoire, enfin, avec les photos sur les traces de l'inspecteur Dumontel? Alors, quand j'ai lu les romans de Frank Linol, pour être honnête, je connaissais déjà Frank parce que je l'avais eu en formation à l'IUFM. Donc, je me suis dirigée vers ses romans parce que je le connaissais. Et donc, je me suis lancée dans ses lectures et j'y ai vu plein de choses super intéressantes. Et qui me paraît assez limpide finalement quand j'ai commencé ce travail autour du personnage déjà de l'inspecteur Dumontel. Les choses se sont organisées très très vite dans ma tête parce que c'est vrai que au fur et à mesure du roman, et puis tous les lecteurs pourront vous le dire, c'est un personnage qu'on connaît vite et assez bien. Donc ça a été naturel. Hein. Enfin bon, je l'ai pas fait. Je l'ai fait sans effort, on va dire. Voilà, ça a été quelque chose de mais alors, spontané. vous qui avez suivi, qui oui. avez été sur les traces et suivi tous les sites, quels sont les deux sites qui vous ont paru les plus intéressants? Alors, qui vous ont frappé comme ça? Alors, je vais pas parler forcément des sites, mais je vais parler des romans. Alors, il y a Lune de miel à la morgue, parce que il y a ces monuments aux morts autour de femmes, et ça, la question des femmes est c'est toujours des questions qui me passionnent. Voilà. Qui se passe vers chez nous. Voilà. Et donc ça, c'est un des romans qui m'a le plus plu parce que il est à la limite du fantastique aussi, et qu'il y a des passages vraiment où là, qui flirte vraiment avec le fantastique, et ça m'a vraiment intéressée. Et il y a forcément Matin de cendre, parce qu'on parle d'Oradour, donc là je citerai ces deux cieux et Oradour. Alors une question que nous posons à tous nos invités, vous êtes écrivain, vous voulez qu'on vous lise, ça c'est normal, mais vous, que lisez-vous? Quels sont vos goûts littéraires? Alors comme ça, rapidement, 2-3 titres ou 2-3 auteurs. Là je viens de finir La beauté des jours de Claudie Gallet. Sinon, un des livres qui m'a le plus marqué... c'est dans mon adolescence, on va dire, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Donc là, on est vraiment dans une enquête, tout en étant dans le point de vue d'un personnage féminin. Donc là, il est vrai que j'ai beaucoup pensé à ce livre-là quand j'ai écrit Total Chaos. Et pour faire un lien avec Total Chaos, évidemment, je citerai Total Chaos de Jean-Claude Izzo. Alors, vous faites oublier de vous poser la question tout à l'heure. Total Chaos, ce titre, et en particulier le total, l'expression, moi je trouve, d'un extrême pessimisme, d'une grande fatalité à cause du total. Alors pourquoi ce titre? Est-ce que vous en aviez d'autres? Oui, ça ne devait pas s'appeler comme ça du tout au départ. Mon roman s'appelait Marika. Voilà. Donc ce qui n'avait rien à voir. Qui est-ce qui a choisi? Alors mon éditeur devait trouver que c'était pas assez connoté polar, donc on a choisi Total Chaos d'un commun accord parce que on avait un clin d'œil à Total Chaos de Jean-Claude Izzo, que j'ai lu Total Chaos avant d'écrire aussi Total Chaos, et que mon héroïne venait de Marseille, et donc c'était à la fois un clin d'œil au roman, mais un clin d'œil aussi au genre, parce que Jean-Claude Izzo a écrit un des premiers romans, on va dire régional, sur Marseille, qui a eu un gros succès, et donc comme c'est une héroïne
qui vient de Marseille et qui arrive à Limoges, et que le polar est en train de prendre une grande ampleur. Enfin, voilà, il y a beaucoup de polars à Limoges ces temps-ci, donc c'était un clin d'œil aussi au phénomène. Voilà. Mais moi, je trouve que Total Chaos convient bien. Comme titre. Souvent, je trouve que les titres conviennent mal, mais celui-ci, je trouve qu'il convient très très bien. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. La question de Christophe. La question. Alors je rappelle bien sûr que je n'ai pas lu le livre. Alors je ne sais pas si c'est le résumé de Claude tout à l'heure ou ce que j'imagine de ce livre. Vous avez cité tout à l'heure que vous aviez une culture médiatique. Oui. Je me suis imaginé un scénario depuis tout à l'heure. Et est-ce que la littérature vous a influencé plus dans l'écriture que les médias en général, que les films? Tout à l'heure on va écouter la musique de Twin Peaks. On a plein de références dans ce livre, non? Oui. C'est une bonne question parce que oui, je suis vraiment cinéphile, donc non seulement il y a eu Twin Peaks effectivement, mais je vais beaucoup au cinéma, donc effectivement les films m'ont beaucoup influencé et j'aime beaucoup. Enfin je suis très marquée par les images en général, comme la sortie de cette femme de l'eau dans cette bâche, et ça fait écho à une autre scène que j'ai vue, donc je l'ai retranscrite aussi avec mes mots, mais c'est vrai que les images, là pour le coup, m'ont plus influencée pour l'écriture de ce roman que la littérature. Alors du coup, ma seconde question, vous faites partie, est-ce que vous pensez faire partie de cette nouvelle génération d'auteurs qui sont plus influencés par le cinéma, Internet, la musique, que par les auteurs qui font souvent référence à d'autres auteurs ou d'autres cultures? Je ne sais pas. Pas forcément Internet, parce que je suis pas une pro d'Internet. Je vais souvent sur les mêmes sites. Alors je vais chercher je me documente sur Internet, mais j'appartiens pas forcément à la culture Internet. Moi, c'est vraiment une culture cinématographique. Les séries que je regarde sont très ciblées. Je suis pas une dévoreuse de séries parce que j'ai peu de temps et que pour regarder des séries il faut énormément de temps. On imagine que c'est des séries policières. Voilà, donc je regarde quelques séries policières quand elles sont bonnes et qu'elles me plaisent. Voilà, sinon je zappe beaucoup et je lis quand même. Voilà, je lis quand même beaucoup. Donc voilà, pour répondre, j'ai essayé de répondre. Laurine Lavieille, je suppose que le démon de l'écriture ne vous lâche pas et que votre prochain roman paraîtra bientôt. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors mon prochain roman, il va pas paraître tout de suite parce que je suis au tout début, je suis débordée de travail, donc il me faut du temps pour m'y remettre. J'ai mis 2 ans pour faire celui-ci, donc je pense que ce sera pas encore, mais tout de suite que l'autre arrivera, mais je suis dans la suite de Total Chaos. Je suis partie pour On reste à Limoges ? On reste à Limoges pour l'instant. Avec Maric ? On reste à Limoges avec Maric, mais plutôt du côté de Rochechouart. Voilà. Sinon, je ne peux pas en dire grand-chose, si ce n'est que je voudrais écrire une trilogie. Et j'ai plein d'autres projets aussi littéraires en tête, notamment écrire pour la jeunesse. Alors du prochain, on en parlera dans 2 ans, alors vous reviendrez nous voir dans 2 ans. Avec plaisir. Alors la tradition de notre émission veut que l'invité choisisse la dernière illustration musicale. Alors vous avez choisi Into the Night de Julie Cruise. Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'est donc la bande son de Twin Peaks, donc série de David Lynch des années 90. On reste dans le cinéma. Voilà, et que pour moi c'est une musique qui est vraiment associée au rêve, et je m'en suis d'ailleurs servi quand j'écrivais. Normalement j'écris plutôt dans le silence, mais pour les scènes de rêve ou pour certaines scènes, notamment la scène de la discothèque et les rêves que j'ai pu écrire, je les ai écrits avec une musique, un fond sonore. Voilà. Alors voilà, Laurine Lavieille, cela fait maintenant presque 1 heure que nous nous entretenons et notre émission touche à sa fin. Merci. Laurine Lavieille. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien avec autant de sensibilité et de sincérité. Alors je voudrais inviter nos auditeurs à se plonger très vite dans la lecture de Total Chaos. Ils y trouveront certes un roman policier, mais c'est bien plus que ça. C'est le roman d'un certain désenchantement, mais c'est un désenchantement de la jeunesse, donc il est le présage de rebondissements et d'enthousiasme, mais aussi peut-être de bien d'autres tourments. C'est aussi une peinture tout en finesse, par petites touches, de notre société, de sa fatuité, de ses travers, de ses superficialités, de ses longueurs, mais encore de certaines de ses passions. Tout cela est écrit avec simplicité, avec maîtrise, avec une rare sensibilité, je dirais presque
et je m'excuse moi-même de l'expression, avec une écriture totalement féminine. Ajoutons que Laurine Lavieille sait avec beaucoup de talent mêler les deux histoires, celle de l'enquête policière et celle de son héroïne Marika. Alors n'hésitez pas, je me répète, plongez-vous vite dans la lecture de Total Chaos de Laurine Lavieille. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission En Aparté, et le mois prochain pour notre émission Le Livre du Mois, avec un autre roman et un autre auteur. Alors je recevrai alors Pierre Louty à propos de son roman Adrien de la Combe au Loup. Nous changerons de style, nous passerons du roman policier au roman de terroir. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Nous allons nous quitter en musique avec Julie Crease, Into the Night. Mais avant, pour nos auditeurs qui, comme moi, sont un peu fâchés avec l'anglais, voici quelques-unes des paroles de cette chanson. Dans la nuit, je crie ton nom. Dans la nuit, je cherche votre amour. Où êtes-vous? Revenez dans mon cœur, si sombre, si sombre. En Aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.